Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Justement, essayer d'aborder 2-3 thèmes suivant que nous aurons le temps. Nous allons d'abord aborder la situation des droits de l'homme dans notre pays, justement, le Rwanda, et la situation où, pour le moment, il ne se passe pas un seul jour sans qu'on nous rapporte soit quelqu'un qui a été tué, soit quelqu'un qui a été arrêté, soit quelqu'un qui a eu des problèmes avec les autorités de notre pays. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je lisais tout à l'heure dans les journaux nationaux chez nous, et d'ailleurs, c'est un sujet qui est en train d'ébranler toute la communauté rwandaise, que ce soit ceux qui sont restés chez nous au Rwanda, que ce soit ceux qui sont partis, qui ont été obligés de quitter le Rwanda comme nous. On parle souvent, on est en train de parler d'une certaine Ida Mangé Idiamogwiza Yvonne, une dame qui s'est levée un bon matin, au 31 janvier, cette année-ci, et puis qui s'est assise dans son salon et qui a exprimé ses idées, ses points de vue, et qui a on va dire, alerté les Rwandais, mais tous les Rwandais qui l'ont écouté, qui l'ont suivi sur sa chaîne YouTube, ont été tellement frappés par ses dires, parce que, je dois le dire, je dois vraiment le reconnaître, chacun se reconnaissait dans ce qu'elle disait. Faisons remarquer que c'est une dame qui est rescapée du génocide contre les Tutsis, mais elle a abordé beaucoup de thèmes que nous n'allons pas détailler aujourd'hui parce que elle a fait seulement, on va dire, 4 à 5 vidéos qu'elle a publiées sur YouTube. Mais lorsqu'on voit la façon dont ces vidéos ont été suivies par des centaines de milliers de gens, quand on voit les commentaires qui ont été faits, les autorités rwandaises vraiment devraient s'en inspirer pour voir ce que pensent vraiment les Rwandais, même s'ils ne disent rien, même si le régime de FPR est parvenu à m'isoler tous les Rwandais, mais on voit qu'à leur fort intérieur, qu'il se passe des choses. Ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, quand on va aborder le problème des droits de l'homme, nous allons parler de cette dame qui a été arrêtée, même pas, je disais qu'elle a commencé à faire ses vidéos le 31 janvier, même pas 2 semaines après, donc le 15 février, elle a été arrêtée manu militari et aujourd'hui, j'ai vu qu'à partir d'hier, on a commencé à dire de quoi elle sera accusée parce que pour le moment, elle est entre les mains, elle avait été entre les mains de RIB, qu'on appelle Rwanda Investigation Bureau. C'est un genre de bureaux d'investigation, tout simplement pour mener des enquêtes, pour voir de quoi elle sera accusée. J'ai vu qu'aujourd'hui, on a formulé 4 accusations et nous allons l'aborder tout à l'heure. Mais en parlant justement des droits de l'homme, nous allons aussi parler des disparitions. Là, je parlais des arrestations, mais en arrêtant Madame Ida Mangé, peut-être on va en parler tout à l'heure, on l'a arrêtée parce qu'elle s'était exprimée justement librement. Donc, on va toucher un mot sur l'expression, la libre expression de chez nous et les conséquences qui peuvent en découler. Et puis, par après, nous allons essayer d'aborder maintenant un autre volet des droits de l'homme, à savoir les disparitions forcées. Et ici, celui que nous allons prendre comme exemple, c'est un grand poète. Quand je dis grand, c'est parce qu'il était devenu tellement grand, il était talentueux, mais il était petit par l'âge, parce qu'il n'avait que 25-26 ans. Mais quand on suit ses poèmes en langue nationale, en notre langue nationale, le Kinyarwanda, tout le monde était saisi, tout le monde était étonné de savoir
comment il avait ce don de la poésie, alors que nous savons que pour le moment, les Rwandais, surtout les jeunes, ne maîtrisent pas très bien notre langue nationale, mais lui, il avait ce don de poète, et à travers ses poètes, à travers sa poésie, il essayait de parler des problèmes quotidiens des Rwandais. Un poème, je me rappelle souvent, notamment d'un poème par lequel il a été connu il y a un an, qu'il a fait, il s'appelle Loubévé. Il venait de publier un autre poème vraiment qui était Mouvouni. Donc, des poèmes dans lesquels il aborde les problèmes que vivent les Rwandais dans leur vie quotidienne. Mais il l'abordait d'une façon tellement poétique, tellement agréable à entendre que chaque Rwandais se sentait touché. Mais pour le moment, il est porté disparu depuis plusieurs semaines. Et d'ailleurs, à partir de samedi passé, moi, en tant que journaliste de Radio Rumuri, j'ai eu des informations comme quoi il serait déjà mort, on l'aurait déjà tué, qu'on aurait déjà trouvé son corps quelque part à Gassoro, vers Nyanza. Ça, c'est des informations qui ne sont pas encore vérifiées. Ce sont des informations que j'ai en tant que journaliste de Radio Rumuri. Là, donc, on a parlé de liberté d'expression, arrestation, disparition, mais on peut aussi parler, là, je vais en dégradant, donc en ascendant, de massacres, carrément, d'assassinats, disons des assassinats. Celui qui est dans nos têtes maintenant, dans nos mémoires, le plus récent, c'est celui d'Abdallah Ser Bamoriki qui vient d'être assassiné en Afrique du Sud. Il était le porte-parole, le représentant d'un parti d'opposition, d'un parti qui est ouvertement opposé au FPR, à savoir le RNC, le Rwanda National Congress, et il était justement le représentant de son parti en Afrique du Sud. Et quand on suit de près la façon dont il a été assassiné, ça aussi, les enquêtes ne sont pas encore été amenées, n'ont pas encore conclu à celui qui aurait assassiné ce monsieur. Mais là, quand on regarde le modus operandi, nous, qui sommes les Rwandais, surtout qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas la première victime des autorités rwandaises. Nous avons en tête notamment le colonel Patrick Karegeya, mais il y avait d'autres, Émile, il y a eu d'autres assassinats en Afrique du Sud. Tout ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, ça, c'est les trois sujets que nous allons essayer d'aborder. Donc, liberté d'expression qui est bafouée, arrestation arbitraire, disparition et assassinat. Ça, c'est en ce qui concerne le Rwanda. Mais en parlant d'assassinat, justement, ou alors de tuerie, nous avons en mémoire que, pas plus tard qu'hier, nous avons appris l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, donc à l'est de la RDC. Et aujourd'hui, on va en toucher un mot aussi. Parce que si on examine de près cet assassinat, on va se rendre compte que ça doit être en relation avec la situation sécuritaire en RDC, surtout dans sa partie orientale, surtout dans les deux Kivu, donc le Kivu du Sud et le Kivu du Nord. Tout ça, on va en parler en détail tout à l'heure. Donc, je vous souhaite le bienvenue, chers auditeurs de Radio Rumuri. Vous êtes avec votre serviteur. Moi, Célestin Sebaïre, avec monsieur l'ambassadeur que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Alors, monsieur l'ambassadeur, on va commencer à parler du premier point, à savoir le point en relation avec les droits de l'homme au Rwanda qui sont bafoués tous les jours. Comment vous trouvez-vous, monsieur l'ambassadeur, comment trouvez-vous la situation des droits de l'homme au Rwanda, surtout au regard de ce que je viens d'énumérer tout à l'heure, à savoir les arrestations arbitraires, le fait de museler les gens qui ne peuvent pas s'exprimer comme ils veulent, le fait surtout ces deux points-là, museler les gens et puis arrestation arbitraire quand on ose s'exprimer s'exprimer librement. J'aimerais quand même avoir votre ressenti, votre point de vue à propos de cette situation, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie une fois encore de me convier à partager avec vous ma vision sur l'actualité, mon analyse. Je veux tout de même
ajouter le cas de Paul Rusesabagina, parce que vous avez parlé d'enlèvement, vous avez parlé Ah oui, d'arrestation. effectivement, oui, vous avez tout à fait raison. Oui, oui, oui. On ne peut pas parler de tout ça sans parler de kidnapping, d'enlèvement de grande ampleur, Oui. avec des moyens internationaux, avec l'utilisation de personnalités ou de personnes extérieures au gouvernement, mais qui travaillent pour le régime. Comme tout le monde le sait, Paul Rusesabagina, un des chefs de l'opposition, surtout considéré comme un héros, comme un des rares à avoir sauvé autant de Rwandais, Hutu comme Tutsi, à l'hôtel qu'il dirigeait, les 1000 collines. Et le voilà devenu aujourd'hui, comment dire, considéré comme un terroriste, tout simplement parce qu'il demande la liberté, parce qu'il demande l'ouverture de l'espace politique au Rwanda, à la démocratie et à la liberté d'expression et la liberté tout court. Et donc, il a été kidnappé, on doit le rappeler à chaque fois, kidnappé à Dubaï, où il était, et où il avait le droit et la liberté d'aller et de venir, mais il a été kidnappé par un agent qui travaille pour le régime du Rwanda, qui l'a expliqué d'ailleurs dans une interview assez détaillée avec le magazine Jeune Afrique. Je ne savais pas que Jeune Afrique allait publier un magazine, plutôt une interview comme celle-là, parce qu'on le sait aussi, Jeune Afrique travaille pour le gouvernement rwandais. Il y a un contrat de communication entre les deux. C'est heureux qu'ils aient pu réaliser cette interview parce qu'on a tout compris maintenant. La personne qui parle, c'est celle même qui a drogué Paul Rusesabagina dans l'avion qui devait l'amener au Burundi. Il l'a drogué et ensuite l'avion a pris la destination de Kigali. Paul Kagame lui-même, qui a été interviewé par CNN, là je dis qu'il a été interviewé, nonobstant ceux qui pensent que c'était un montage, moi j'ai eu confirmation qu'il l'a vraiment interviewé. Paul Kagame a évidemment raconté ce qu'il raconte toujours, ce n'est pas nous, il est venu, Paul Rusesabagina est venu de lui-même, il n'y a pas eu d'enlèvement parce qu'il a répondu à un mauvais appel de téléphone, et voilà, c'est tout. Mais tout ça montre à la communauté internationale, et naturellement aux Rwandais, que nous avons là un président qui ne fait pas grand cas de la légalité, qui ne fait pas grand cas de ce que peut penser le peuple rwandais et la communauté internationale. Mais les choses vont s'éclaircir petit à petit, parce que normalement, les États-Unis, vous savez, jamais le Congrès ou des congressistes en aussi grand nombre n'étaient jamais intervenus dans la politique rwandaise. Aujourd'hui, ils font des pétitions, ils interpellent le président Kagame et son régime pour qu'il lâche, pour qu'il laisse partir Paul Rusesabagina, surtout que le procès qui est en cours ne peut pas se tenir. Déjà, la base est faussée, la base est illégale. On ne peut pas amener quelqu'un devant un tribunal alors qu'au départ, la procédure a été viciée par ce kidnapping, cet enlèvement. Donc, on ne va pas beaucoup revenir là-dessus parce qu'on l'a déjà fait, on a déjà abordé ce thème, mais il rentre, comme vous l'avez effectivement bien dit, dans la situation générale des droits de l'homme dans notre pays. On n'a pas parlé de Kizito Mihigo parce qu'il y a un an qu'il a été assassiné par le régime. Ils l'ont tué en prison, mais il y a beaucoup d'autres qui ont été assassinés. Je précise au moment où je prends la parole que des milliers de Rwandais disparaissent tous les jours, tous les mois. À notre insu, nous n'avons pas la possibilité d'en parler, bien sûr, puisque nous ne sommes pas au courant. De temps en temps, on apprend des bribes d'informations. On apprend que la population de Bougué a été, je dirais, pratiquement mise sous la terreur des militaires qui sont là, soi-disant pour combattre le Front de Libération Nationale, le FLN. Mais en fait, il y a eu beaucoup de disparitions des jeunes de la région. Vous voyez, c'est dans le sud-ouest du pays. On apprend que dans le nord, il y a aussi des enlèvements en masse. Des enlèvements en masse. On apprend qu'il y a l'envoi de troupes rwandaises au Congo. Tout ça pour, en fait, cacher ce qui se passe réellement dans la population, surtout à la faveur des mesures anti-Covid. Ces mesures qui sont liberticides,
ces mesures qui procèdent d'un système de terreur, tout simplement. Empêcher les gens de sortir de leur maison, empêcher les gens d'aller au marché, empêcher les gens de faire leurs courses. C'est une atteinte grave à la liberté de nos populations. Rester au Rwanda. Le cas Ida Mange, c'est un cas très révélateur. Voilà une jeune dame de 43 ans, 4 enfants, inconnue du grand public, qui un jour se lève et commence à diffuser des vidéos et qui exprime ses préoccupations, qui exprime sa colère. Il faut le dire, elle était en colère. Elle était en colère pour nous tous. Ce n'est pas pour sa famille, elle l'a précisé. Elle n'a pas de soucis matériels, elle n'a pas de problème de survie quotidienne. Mais elle l'a fait parce qu'autour d'elle, elle constate que les Rwandais meurent à petit feu. Elle constate que les libertés de notre peuple sont bafouées au quotidien. Je précise que Ida Mange, Yvonne, il y a, comment on appelle encore son nom, le troisième nom? Il s'appelle Ida Mange, Ilya Mugwiza, Yvonne. C'est des noms inhabituels. Personnellement, c'était la première fois que j'avais affaire à ces noms-là. En tout cas, elle n'appartient à aucun parti politique, ni à aucune organisation de la société civile d'ailleurs. Elle l'a fait d'initiative. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle a dit qu'elle était prête à mourir et à payer le grand prix pour ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Vous avez parlé du jeune poète Bahati. Voilà un jeune rêveur. Il n'y a qu'à voir même son apparence physique et il l'a toujours exprimé. C'est un jeune c'est un libre penseur qui au départ appartiendrait plutôt au camp de ceux qui pourraient profiter de ce régime, mais qui a dit non, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il a commencé à s'exprimer, à faire des poèmes en faveur de la liberté, lui aussi, en faveur de la démocratie. Et il a osé, là où certains diront qu'il a passé la ligne rouge, c'est qu'il a osé faire une analyse comparative entre le Rwanda et le Burundi, du temps où feu le président Nkurunziza était encore vivant. Il a dit, si vous me donnez à choisir, moi je choisis le président Nkurunziza. Et ça c'est l'insulte suprême. Pour Kagame, dire du bien du président Nkurunziza, il était encore vivant quand Bahati l'a dit, et le préférer Nkurunziza à son propre président, Kagame, alors qu'on connaît l'aversion que Kagame avait à l'encontre du président Nkurunziza, c'était en fait une condamnation à mort qui est venue petit à petit. Ils l'ont laissé mouliner un peu, dire des choses, et puis ils l'ont fait disparaître. Mais cela, en réalité, je dirais que ce n'est pas ces deux personnes qui sont visées. Elles ont été ciblées parce qu'elles représentent un danger. Dans l'introduction, vous disiez, le gouvernement fait semblant de ne pas savoir. Le gouvernement sait tout. Il sait tout ce que les Rwandais pensent. Il connaît le sentiment des Rwandais et de plus en plus le désespoir de notre peuple et surtout le manque de confiance en ce gouvernement. Donc, ils le savent. Ils ont des services secrets. Ils ont des agents sur toutes les collines du Rwanda. Donc, ils savent. Ils font semblant de ne pas savoir, peut-être, mais ils savent en fait. Ils contrôlent tout le pays. Les Imidougou, les Imirenge, c'est-à-dire les collines, ils contrôlent tout puisqu'ils ont des agents qui sont dans ces subdivisions territoriales pour cela, pour contrôler la population. Maintenant, est-ce que cela montre quand même aussi une évolution dans la tête, dans l'esprit des Rwandais? Certainement. Certainement. En fait, la différence de Ida Mange avec les autres, c'est qu'elle, elle a osé se montrer. Elle s'est montrée, la Bible dans la main gauche, en disant « j'habite à tel endroit ». Elle a donné même son numéro de téléphone, elle a dit « ce que je dis, je le dis en âme et conscience. Et si vous voulez venir me tuer, voici mon numéro de téléphone. Appelez-moi ou venez me chercher. »
ce qui a fait croire à certains Rwandais qu'elle était devenue folle. Mais lorsqu'on connaît effectivement la virulence et le comportement habituel de ce régime, nous savions tous plus ou moins qu'elle allait être inquiétée. Nous pensions en tout cas. Ce qui m'a personnellement rassuré quand même, c'est que tous les Rwandais, de quelque bord qu'ils soient, que ce soit des Rwandais de l'intérieur du pays ou ceux de la diaspora, ou les membres même de l'opposition rwandaise, des partis politiques, de la société civile rwandaise en exil, ils ont tous soutenu d'une manière ou d'une autre le discours de Yvonne Ida Mangué. Ils ont sorti des pétitions, ils ont fait des émissions de radio, de télévision pour soutenir Madame Ida Mangué. Ils ont même organisé un GoFundMe, c'est-à-dire une sorte on recherche un peu d'argent pour aider sa famille, pour aider ses enfants et les autres. C'est le GoFund. Ça m'a vraiment rassuré. Je me suis dit, voilà la solidarité, le lien qu'on attendait entre les Rwandais de l'intérieur et ceux de la diaspora et les Rwandais et les réfugiés rwandais, disons les choses. Il est en train de se créer. Et cela va au-delà des barrières habituelles, ethniques, politiques et autres. Tous ceux qui ont fait des manifestations, qui ont organisé des manifestations à Bruxelles, devant l'Union européenne, à Paris, à la place de la République, en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Canada, ne le faisaient pas parce que Ida Mangué était une rescapée de tel génocide ou de tel autre massacre. Ils l'ont fait parce qu'il s'agit d'une femme courageuse qui a parlé pour tous. Bien sûr qu'elle a mentionné quelque part sa situation de rescapée du génocide, mais elle a parlé pour tous les Rwandais, comme Kizito l'avait fait d'ailleurs. Elle a parlé de ceux qui ne sont pas des rescapés du génocide des Tutsis, mais qui, eux aussi, ont le droit de bénéficier de leur droit, justement, de pleurer les leurs, d'avoir le droit de la mémoire, le droit à la mémoire, le droit à la justice. Ida Mangué n'a pas parlé pour les rescapés du génocide des Tutsis, pas du tout. Cela fait d'ailleurs vraiment, cela fait penser que demain, la réconciliation entre les populations, entre les Rwandais eux-mêmes, est possible. Les seules voix qui ont osé condamner avec force méchanceté d'ailleurs Ida Mangué, c'est les personnalités proches du régime. C'est la même cellule constituée de la présidente de Transparency, Immaculée Ingabire, je pense, de Tom Dahiro, de l'ambassadeur du Rwanda en Hollande. Ils ont prononcé des mots trop forts, des mots tellement méchants. En fait, ils demandent la tête d'Yvonne Ida Mangué. Ces gens-là, on les connaît, on les suit. Il faudra qu'à un moment donné, la communauté rwandaise et la communauté internationale prennent des mesures pour sanctionner ces gens qui tuent leurs semblables au Rwanda. Il faut absolument qu'on y arrive. Alors, après, vous avez parlé, et effectivement, c'est une situation assez grave. Maintenant, là, ça continue. Le cycle d'assassinat se poursuit. Il y a l'assassinat d'un de nos frères qui vivait en Afrique du Sud et qui appartenait au parti que vous avez cité. Il a été assassiné comme ça. Et la veille, il faut le signaler aussi, il était à la commémoration de l'assassinat de Patrick Karegeya. Parce que il n'y a peut-être pas de lien, je ne sais pas. Mais qu'il soit assassiné moins de 24 heures après avoir quitté le lieu de commémoration, lui qui était quand même un coordinateur de tout ça, je crois sincèrement que son assassinat, c'est un crime voulu pour terroriser la communauté rwandaise de l'extérieur, pour terroriser les membres de l'opposition rwandaise. Oui, mais monsieur l'ambassadeur, permettez-moi peut-être de vous couper un peu la parole. C'est que il y a deux versions
suivant la version de la police sud-africaine, ils pensent, et donc leur enquête pencherait vers plutôt un genre de hold-up qui a mal tourné, parce que quand on observe ça, mais quand on observe qu'ils ont pris l'argent, ils ont laissé le portefeuille là, mais ils ont pris l'argent. Mais de l'autre côté, le RNC, donc le parti, comme vous venez de le mentionner, le parti dont il était le coordinateur en Afrique du Sud, le RNC, lui, est persuadé qu'il y a derrière cet assassinat, qu'il y a la main de l'autorité rwandaise, parce que quand on suit la façon dont il a été appelé pour qu'il ait livré, parce que faisons remarquer qu'il était commerçant et qu'il vendait notamment les lits, les matelas et tout consort. Alors, quelqu'un qui a exigé que ce soit lui et lui seul qui a livré son lit. Et puis après, la personne qui l'a appelé, lorsqu'il est arrivé chez lui, la personne a disparu. C'est après, maintenant, que les deux autres personnes sont venues et qu'ils l'ont tiré dessus à bout portant, que quand on suit vraiment l'évolution, la façon dont il a été assassiné, le RNC est persuadé qu'il y a derrière la main du FPR ou des autorités rwandaises, mais la police sud-africaine, elle, pense plutôt que ce serait un hold-up ou un genre de vol qui a mal tourné. Tout ça, on va suivre l'enquête, mais nous, en tant que Rwandais, ça, je vais vous laisser la responsabilité de vous dire, pour dire, est-ce que, suivant votre analyse, vous pensez peut-être qu'il y aurait la main de l'UFP, surtout que ce n'est pas le premier qui a été victime. Ça rappelle tous les autres scénarios. Les assassinats exécutés par le FPR, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un traître quelque part qui vous attire dans un piège. Vous y allez, et puis vous êtes assassiné. Vous savez, Gapsiesi, il a été tué devant sa maison, parce qu'il savait qu'il était à l'extérieur, et ils l'ont attendu devant la porte, tout simplement. Gatabazi a été attiré de la même manière dans un piège. Il a été attiré à l'hôtel, où il y avait une réunion avec les gens du FPR, et en rentrant, il a été tué par des gens qui savaient où il était et quand il serait là. Et en Afrique du Sud même, vous savez, quand Karegeya a été assassiné au départ, on ne savait pas qu'il y avait le jeune, maintenant moi je l'ai connu tout jeune, Kirilis, celui qui a attiré Karegeya dans le piège. La police n'a pas tout de suite mis le doigt là-dessus, mais nous, on s'est dit, non, il y a quelqu'un qui l'a attiré dans cet hôtel, et puis il a été étranglé là-bas. Et tous les cas, c'est pareil, en Zambie. Et pourquoi ce seraient les coordinateurs, d'ailleurs, qui seraient ciblés particulièrement? Parce qu'en Zambie, rappelez-vous, il y a un ou deux autres commerçants rwandais qui ont été tués. Et comme par hasard, c'était les leaders d'opinion. C'est eux qui dirigeaient leur communauté dans ces pays d'exil. Donc, ce monsieur Seif, notre frère assassiné il y a 2 jours, ou plutôt 24 heures, moi, je me suis renseigné auprès de ses amis en Afrique du Sud. C'était un homme très calme. Un homme qui n'était pas dans les excentricités, qui était prudent. Mais comme vous l'avez dit, il a été attiré dans un piège. Dans un piège. Pour une histoire de livraison de lits ou de je ne sais quoi. Et ils l'ont entendu, ils l'ont tué. C'est comme ça que le FPR procède. Donc, c'est vrai qu'on ne doit pas juger avant les faits, avant d'avoir... mais est-ce qu'il y a justice dans nos pays d'Afrique du Sud, même pour Karegeya, dont les assassins ont été identifiés sans aucun doute? Vous savez bien que ce qui s'est passé, c'est que les assassins ont été vite rapatriés dans des avions affrétés pour cela, à Kigali. Sendashonga, la même chose. Il avait été surveillé, on voyait ses allées et venues, et puis il a été assassiné en plein centre-ville de Nairobi par un commando de l'ambassade du Rwanda au Kenya. Donc attendons voir, mais d'ores et déjà, les signes existent. Et vous verrez que sous peu, la police sud-africaine changera d'avis. La police sud-africaine changera oui, comme vous le dites, vous avez coupé la parole, mais comme vous le dites, donc, laissons la police faire son travail, parce que
pour essayer d'accentuer ce que vous disiez, c'est que même pour le général Kayumba Nyamwasa, lui aussi, quand on a tiré sur lui plusieurs fois, mais on s'est rendu compte qu'il y avait aussi notamment son chauffeur qui était complice dans toutes ces actions. Mais répétons-le encore, laissons la police faire son travail et puis on verra les conclusions lorsque cette affaire sera tirée au clair. C'est vrai, on doit laisser la police et la justice faire son travail, mais quand je pense au cas de Rusesabagina Paul, par exemple, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, laisser la justice rwandaise faire son travail et on verra. Non. La justice rwandaise, à la limite, elle n'existe pas. La justice mise en place par un régime qui kidnappe un homme comme Rusesabagina, qui l'amène endormi. Lui-même, il a raconté que pendant 3 jours, il était attaché, pieds et mains liés, qu'il ne mangeait pas, qu'il ne dormait pas, enfin, il dormait puisqu'il était drogué, bien sûr. Et cet homme-là, il sort, on le présente devant la justice. Déjà, c'est vicié, je ne vais pas entrer dans les détails de procédure, mais à ce niveau-là, il ne faut rien attendre de la justice, d'une telle justice. La justice rwandaise, on la connaît, c'est celle de Kagame, et Paul Kagame a déjà tranché, il a déjà condamné Paul Rusesabagina. Donc, cette justice-là, en Afrique du Sud, c'est quand même mieux, mais la police est allée vite en besogne. Elle est allée très vite en besogne. Elle aurait dû dire, nous ne savons pas. Nous sommes en train d'enquêter et on annoncera le résultat de notre enquête le moment venu. Au lieu de trancher comme si, quelque part, c'était écrit. Oui. Là, je vous remercie d'avoir essayé de coiffer tous les 3 aspects du problème des droits de l'homme au Rwanda. Vous les avez vraiment brossés comme d'une seule traite. Donc, vous avez parlé justement de la liberté d'expression. Surtout, moi, je voudrais y revenir un tout petit peu parce que lorsque nous observons la façon de Madame Ida Mangé Idiamugiza Yvonne s'exprimer, elle disait en tout cas les problèmes que quand on suit, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on suit les gens qui suivaient les views qu'elle avait au niveau qu'elle a toujours, parce qu'on continue de suivre ces vidéos pour le moment. Quand on voit les problèmes dont elle est parlée, est-ce que pour vous, monsieur l'ambassadeur, est-ce que les problèmes dont elle est parlée dans ces différentes vidéos, est-ce que vous pensez que ces problèmes sont pertinents? Que ces problèmes intéressent les Rwandais d'aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur? Ils sont plus que pertinents parce que tout ce qu'elle a dit sur les mesures de confinement qui vont au-delà du possible et du raisonnable, elle a dit la vérité. Tout ce qu'elle a dit sur le manque de liberté, tout ce qu'elle a dit sur justement les violations des droits de l'homme en général et aussi en particulier la destruction des maisons de certains Rwandais, surtout des plus pauvres, qu'on sort de leur maison sans indemnisation et sans échange en retour. Et tout ce qu'elle a dit est vrai. Tout ce qu'elle a dit sur le Covid, c'est la réalité, c'est la réalité. Quelques jours plus tard, après sa dernière vidéo, on a vu le secrétaire général ou le secrétaire exécutif, je ne sais pas quel titre il a, du CNLG. Le CNLG, c'est l'organe chargé de protéger. À ce propos, parce que vous avez parlé tout à l'heure du Covid, mais lorsqu'elle a parlé du Covid, elle disait que le Covid sert en quelque sorte de prétexte. J'essaie de paraphraser ce qu'elle disait, parce qu'elle disait qu'il y a Rwanda. Le Covid sert à ce moment de prétexte, entre guillemets, pour enfermer les gens chez eux, de la même façon que le génocide contre les Tutsis a servi de prétexte pour essayer de museler les gens, pour essayer de couper toute expression, de toute liberté d'expression, pour essayer de ne pas permettre aux gens de s'exprimer comme ils veulent. Donc, et en comparant justement, on va dire le Covid-19 qui a été utilisé pour enfermer les gens, au génocide contre les Tutsis qui a été utilisé pour museler les gens,
Et justement, certaines autorités, dont notamment c'est le secrétaire général du CNLG, la Commission nationale de lutte contre le génocide, et il a dit qu'il a traité de négationniste du génocide. Quel est votre point de vue là-dessus, monsieur? Elle l'a traité de négationniste. Elle a ajouté que certaines personnalités de l'opposition extérieure étaient des Ida Mangué. Moi, personnellement, elle m'a cité parmi les 3 Ida Mangué. Vous voyez que Ida Mangué devient la référence. Lorsqu'on commence à la comparer à l'ancien Premier ministre Faustin Twagiramungu, lorsqu'on commence à la comparer à M. Ndagijimana, moi, lorsqu'on commence à la comparer avec Matata Joseph, c'est qu'elle a vraiment frappé fort. Nous sommes là depuis 26 ans. Nous nous battons contre ce régime tortionnaire du FPR. Nous avons écrit des livres, nous avons fait des discours, nous avons organisé des conférences, nous avons organisé des manifestations, petites ou grandes. En tout cas, nous avons mis le doigt là où il faut pour que la communauté internationale, le monde, connaisse le système rwandais. Et voilà qu'une femme qui arrive, qui a un langage vrai, on la compare, ou plutôt, pour le régime du Rwanda, elle devient la référence et nous, on nous compare à elle et pas l'inverse. Moi, je dis que c'est une très bonne chose que la jeunesse prenne ses responsabilités ainsi. Moi, quand je partirai, j'aurai la conscience tranquille d'avoir laissé au moins des Ida Mangué, d'avoir laissé tous ces jeunes qui font justement la pluie et le beau temps dans le bon sens sur YouTube, ces jeunes Hutus, ces jeunes Tutsis qui se mettent ensemble pour dénoncer cette politique de persécution et de terrorisme, de terreur intellectuelle contre l'opposition, contre toute voix discordante. Voilà ce qu'a fait Ida Mangué en fait. Ida Mangué, c'est après Kizito, je pense que c'est, il faut la prendre comme elle est. Elle a porté la voix là où il fallait. Ida Mangué, elle a beaucoup d'autres collègues, hein, des gens. Là aussi, ce qui est fort, ce qui, moi, m'importe, c'est cette alliance idéologique entre les jeunes Rwandais, qu'ils soient Hutus, qu'ils soient Tutsis, qu'ils soient Batwa, parce que j'ai entendu aussi une jeune Moutwa qui habite aux États-Unis, qui parle d'elle, mais comme rwandaise. Elle a bien sûr signalé qu'elle était Moutwa quasi, mais elle a parlé un langage de vérité, au même titre que ses collègues qui étaient sur la même chaîne de radio, Bahutu et Batutsi. C'est ça finalement. Un jour, j'avais dit que je reconnais à Kagame un point positif. Alors qu'il ne le souhaite pas, il ne souhaite pas que nous nous réconcilions, mais en fait, il va ouvrir la voie à la réconciliation entre les Hutus et les Tutsis. Tellement il va dans l'excès, tellement il persécute et il tue tout le monde. Avant, on parlait des victimes Hutus au départ. Et puis petit à petit, l'opposition s'est révélée à travers les rescapés Tutsis qui se sentaient, qui ont compris finalement qu'ils avaient été sacrifiés justement pour permettre au FPR de prendre le pouvoir. Et ce qu'ils disent, parfois ça compte plus que ce que nous on a dit. Parce que tout de même, le génocide des Tutsis, c'est une référence. Hein, et moi, je suis de ceux qui demandent qu'on continue à en faire une référence, effectivement, mais sans oublier les autres victimes tuées par le FPR, et des milliers, des centaines de milliers, sinon des millions. Donc, le cas d'Ida Mangué, ça a révélé beaucoup de choses. Et ça a permis à Jean-Sébastien Bizimana, le secrétaire général du CNFG, de débiter sa haine et son discours de haine et son discours de mensonge en me traitant, moi, de négationniste. Il sait très bien que je ne suis pas un négationniste. C'est peut-être lui le négationniste. Moi, je reconnais tous les crimes commis contre les Rwandais par
quelque auteur, quelque criminel que ce soit. Lui, il reconnaît une partie, et encore, parce qu'il persécute avec le régime, il persécute les victimes du génocide des Tutsis. Mais il ne reconnaît pas les crimes commis contre les victimes Hutus. Ça, c'est du négationnisme. Encore une fois, en passant, excusez-moi d'y revenir, mais je ne peux pas finir cette émission sans en parler, puisque, en fait, Ida Mangué et les autres, je ne veux pas citer de nom ce soir, Ida Mangué, j'en parle parce qu'elle est déjà en prison, parce qu'elle a été, elle aussi, kidnappée. Hein. Si vous avez vu, ce n'est pas une arrestation normale. Elle a été enlevée de chez elle, et c'est après seulement qu'ils ont annoncé qu'elle avait été, soi-disant, arrêtée pour des poursuites judiciaires, etc. Mais c'était un enlèvement. C'était... je ne parle pas d'arrestation en ce qui concerne l'enlèvement de cette femme devant ses enfants. Elle a été violentée, elle a subi vraiment des violences physiques. Mais là aussi, je pense que ce sera au juge de décider de prendre la décision. Une fois encore, Célestin, vous parlez de juges. Quel juge? C'est des juges commis par celui-là même qui a ordonné l'arrestation de cette femme parce qu'elle s'est exprimée. Moi, personnellement, si vous me demandez, je ne fais pas confiance à la justice rwandaise, honnêtement. Je ne fais pas confiance parce que tout ce qui se passe, d'abord, où est-ce que vous avez déjà vu un pays où c'est le président de la République qui s'exprime le dernier pour dire il faut la condamner? Ça n'existe pas. Ça veut dire justement que c'est une justice aux ordres du régime. Voilà, on peut peut-être en rester là. Les droits de l'homme au Rwanda, c'est une notion qui n'a pas beaucoup de sens. Hein. Il n'y en a pas. Il y a des violations des droits humains de manière générale. Vous savez que nous avions sorti un manifeste contre l'apartheid ethnique de manière générale, mais aujourd'hui, ce manifeste fait partie d'un grand champ de violation. On ne peut plus parler seulement d'apartheid ethnique, hein. C'est un apartheid social, c'est un apartheid économique. Les pauvres, ils doivent rester là où ils sont. Il ne faut pas qu'ils osent s'exprimer, sinon ils vont se voir détruire leurs habitations, leurs maisons, ou séquestrer ou conduire à des destinations dont on ne sait pas vraiment quelle en est la fin. Voilà, je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, parce que c'est ce premier point, ce premier sujet que nous avions voulu essayer de brosser tout en rapidement, parce que vous ne savez pas entrer dans les détails à chaque point, notamment en parlant d'arrestation, en parlant de violation des droits de liberté d'expression, en parlant justement de kidnapping, que vous avez bien souligné de M. Rusesabagina, et en parlant aussi d'assassinat, des gens qui meurent, dont les morts sont le plus souvent suspectes ou alors sont carrément avérés que il y a derrière la main des autorités de Kigali. Et notamment, on parlait aussi des disparitions forcées, ou alors moi je dis des disparitions mystérieuses, dont on ne s'explique pas, mais chaque fois qu'on regarde de tout près, on se rend compte que la plupart de ces disparitions sont en rapport avec les gens qui ont essayé de s'exprimer d'une certaine façon, d'une façon libre, mais qui n'allaient pas dans le sens de la volonté du FPR. En parlant justement de mort, ici, nous sommes en train récemment, hier d'ailleurs plus précisément, nous avons appris le décès de l'ambassadeur d'Italie au Congo, qui est tombé dans une embuscade et sur qui on a tiré dessus et qui est mort avec son garde du corps et même le chauffeur du véhicule qui le conduisait. Et ils sont tous les trois morts. Mais lorsque nous avons essayé de chercher plus loin pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement, nous sommes rendus compte que finalement, il est tombé dans une embuscade, et autour de cette mort, il s'est développé différents thèmes, différentes thèses, si je peux m'exprimer. Il y a ceux qui disent qu'il a été victime de différents rebelles, de différents groupes armés qui sont là. J'ai même eu qui sont allés jusqu'à cibler un de ces groupes, à savoir le FDLR, mais d'autres, notamment la société civile. Je viens d'avoir le communiqué de presse de la société civile congolaise qui dit ouvertement
que cette région pilule de groupes armés, mais notamment qu'il y a aussi les forces armées rwandaises, les militaires rwandais qui sont dans cette région, et que cette société civile n'a cessé vraiment de crier haut et fort pour dire qu'il y a des militaires rwandais qui sont dans cette région, et même qui se forment d'ailleurs récemment, qui sont en train de se reformer, différents nouveaux groupes rebelles, et qui ressemblent à M23. Ceux qui connaissent le M23 savent ce qui s'est passé dans les années 2012, où le Rwanda avait nié qu'il ne soutenait pas le M23, mais finalement, il avait fini par être chassé par les militaires qui sont venus de la coalition de différents pays. Ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais quand on parle de M23, tout le monde sait ce qui s'est passé et la façon dont ils ont été chassés. La plupart d'entre eux sont rentrés au Rwanda, d'autres sont allés en Ouganda, mais la société civile, donc la coalition de la société civile en RDC, surtout à l'est du Congo, ont dit haut et fort et affirmé qu'ils savent qu'il y a des militaires rwandais qui sont dans cette région. J'aimerais, avant de parler de ce sujet, vous faire entendre un petit élément que j'ai trouvé sur une de télévision européenne, notamment la télévision la France 24, pour écouter l'analyse qu'ils ont faite. Et puis après, nous allons essayer d'analyser sur base de ce que dit son monsieur. Écoutons-le. L'Est du Congo et la région du Kivu, c'est une zone instable depuis un quart de siècle. Exactement, c'est une guerre, ce sont des guerres qui sont extrêmement longues, qui durent depuis très longtemps, avec notamment, bien évidemment, l'objectif du contrôle du sous-sol des minerais de cette région. D'une manière générale, la République démocratique du Congo est un véritable Eldorado du point de vue de ses richesses, et Eldorado profite jusqu'à présent absolument pas aux habitants. Alors, si vous ajoutez effectivement la question de la présence rwandaise à l'est du pays et précisément dans le Kivu, eh bien, vous ajoutez un facteur aggravant, c'est-à-dire que ce contrôle des richesses, voulu par quantité de groupes plus ou moins ethniques et plus ou moins bandits de grand chemin, vous avez exactement la mayonnaise, pardonnez-moi le terme, qui fait que cette région du Kivu est extrêmement instable et que d'une manière générale, Kinshasa, qui est très loin à l'ouest, eh bien, n'a ni les moyens ni parfois le souhait ou l'envie de s'occuper de cette région parce que ça remettrait en cause aussi une forme de statu quo qui s'est instaurée entre les puissances de la région et notamment avec le Rwanda qui est encore une fois extrêmement présent non seulement militairement mais en termes d'influence. Eh bien, s'il y avait de la part de Kinshasa une velléité de régler ce conflit, cela remettrait en cause ce statu quo avec le Rwanda qui est finalement peut-être pour Kinshasa, pour les différents pouvoirs qui se sont succédés à Kinshasa, un moindre mal. Vous avez entendu comme moi, monsieur l'ambassadeur, je voudrais qu'on analyse un tout petit peu la situation en RDC sous base de ce que vient d'affirmer ce monsieur et sur base aussi de ce que disent les habitants qui sont là, la société civile qui est là en République du Congo, mais aussi sur base de ce que les gens savent, surtout vous qui connaissez cette région, la région de l'Est du Congo, à savoir les deux Kivu, le Kivu du Sud et le Kivu du Nord, pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans cette région, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie pour cette question. D'abord, sur le plan matériel, tout simplement, il faut savoir que le lieu où a eu l'incident, on parle d'incident, même s'il y a eu mort, c'est dans une région qui n'est pas éloignée de Goma. C'est pas très très loin de Goma. La région de Nyiragongo, c'est une région où sont stationnées plusieurs unités rwandaises. Ça, c'est connu de tous. Même le rapport des experts de l'ONU l'avait signalé d'ailleurs. Tout ce qu'on peut regretter, c'est qu'après ce rapport, les autorités congolaises, notamment le président Tshisekedi, eh bien, le président Tshisekedi n'a jamais commenté cette situation. Il n'a pas dénoncé, en tout cas, cette occupation d'une partie de son territoire par des troupes rwandaises. Sont-elles là conventionnellement? Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a
une entente entre les autorités de Kinshasa et celles de Kigali. Tout le monde le pense. Mais dans quel intérêt, là aussi? Dans quel intérêt les autorités congolaises pourraient-elles accepter que leur territoire, que le territoire de la République démocratique du Congo soit occupé par le Rwanda depuis bientôt d'ailleurs presque 30 ans, il faut le dire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le journaliste a fait un commentaire en concluant que c'est le statu quo. Moi, je ne vois pas à quoi servirait ce statu quo sinon de laisser piller les richesses du Congo. Entre-temps, il y a beaucoup de morts. Il y a des dizaines de morts toutes les nuits, tous les jours, dans cette région, plus au nord, à Beni, à Rutshuru et ailleurs. Mais dans cette zone précisément, d'après moi, ce que j'ai eu à savoir, ce matin, j'ai contacté une personne qui habite autour de Goma, qui m'a garanti que l'endroit où l'ambassadeur d'Italie, paix à son âme, a été exécuté parce qu'il s'est vraiment agi d'une exécution, que cet endroit est occupé par des troupes de FRDC et des troupes des RDF, c'est-à-dire l'armée rwandaise. La société civile congolaise, c'est des gens qui habitent là, qui peuvent vous dire, les FDLR, ils sont si... Bah, écoutez, les FDLR, moi je ne les connais pas beaucoup. Il y a certainement des FDLR puisqu'on en parle. Mais ils ne sont pas là. Les FDLR ne vont pas s'installer à la frontière avec le Rwanda. Et si elles le faisaient, si les forces FDLR le faisaient, ce serait peut-être loin dans les volcans ou ailleurs, où on ne peut pas aller les chercher facilement. Mais à cet endroit précis, je ne les vois pas. Ça me rappelle d'ailleurs, ça me rappelle un précédent où l'armée rwandaise avait assassiné des Occidentaux. Elle avait ensuite pris des anciens des FDLR et les avait extradés vers les États-Unis. Et c'est aux États-Unis que la vérité a éclaté parce que ces gens ont donné des éléments et qui ont révélé en fait que les assassins, ce n'était pas les FDLR, que c'était l'armée rwandaise et qu'eux avaient été utilisés dans cette affaire-là par le régime de Kigali. Les États-Unis ont relâché, enfin, ils les avaient condamnés, ensuite ils les ont libérés et les ont envoyés dans un pays de la mer Rouge, plutôt de l'océan Indien. Ils sont là, je ne vais pas le citer, peut-être pour leur sécurité, mais tout le monde le connaît. Tout le monde au départ avait cru la version qui tendait à faire croire que ces Occidentaux avaient été tués par les FDLR. Et c'était un mensonge, c'était pour justement, disons, c'est très, très, très intelligent de faire comme ça à chaque fois. Aujourd'hui, après la mort de l'ambassadeur, le ministre de l'Intérieur à Kinshasa a dit c'est les FDLR. D'où tient-il ça? Comment sait-il que c'est les FDLR? Il n'y a pas encore d'enquête. Et comme par hasard à Kigali, on répète la même chanson et on la diffuse. Comme s'il y avait une entente entre les deux, entre le ministre de l'Intérieur congolais et les autorités rwandaises. C'est là que les Congolais doivent essayer de trouver la solution, en fait. Les Rwandais aussi, d'ailleurs, parce que cette région nous concerne tous. Je ne vais pas aborder cette question de manière anecdotique, hein, parce que même s'il y a eu mort de 3 personnes, seuls le savent ceux qui étaient sur place parce qu'il y avait des populations. Il y avait des civils qui ont vu d'ailleurs l'assassinat, qui ont assisté à ça pratiquement en direct. Mais je pense que la question mérite d'être abordée diplomatiquement. Il faut que la communauté internationale prenne des mesures radicales sur la question de la présence rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Quand je parle de la présence rwandaise, je parle des troupes rwandaises, bien sûr, nationales, mais je parle aussi de tous les mouvements rebelles qui sont là, qui sont au Congo, qui occupent un territoire congolais et qui ne le font pas par plaisir. Ils sont là pour survivre.
Voilà des gens qui, depuis 1994, ont fait le tour de la forêt équatoriale, qui ont été massacrés, qui sont bombardés tous les jours. Leurs femmes sont violées ou enlevées vers le Rwanda. Une partie de ces gens-là aussi a été rapatriée, mais rapatriée, disons, attachés pratiquement, hein, comme des prisonniers. Eh bien, ces gens, ils résistent pour se défendre, pour défendre leur famille. Maintenant, la solution, ce serait quoi? La solution idéale, je parle pour le peuple congolais, mais aussi pour les Rwandais qui sont là, les réfugiés, qui ne le font pas par choix. Ils ne sont pas au Congo par choix. Ils aiment leur pays. S'ils l'ont quitté, ce n'est pas par plaisir. La solution, ce serait que tous ces Rwandais rentrent chez eux dans leur pays et qu'ils vivent en paix dans leur pays comme avant. Et pour rentrer dans leur pays, il faut que cela fasse l'objet d'un accord international et un accord qui serait monitoré, je veux dire, suivi par la communauté internationale. Il faut qu'une solution comme celle qui a d'ailleurs été prise concernant les anciens rebelles congolais, parce qu'on ne le dit pas assez, les anciens du CNDP, les anciens du RDC, non, plutôt du RCD, eh bien, pour la plupart, ils ont été réintégrés au sein de l'armée congolaise. Il y a eu des accords, ils sont redevenus congolais comme tout le monde, sauf ceux du M23 qui ont préféré aller en Ouganda ou au Rwanda, qui sont au Rwanda. Les dirigeants du M23 sont aujourd'hui au Rwanda où ils jouissent de faveur et de la protection du régime rwandais. Donc, il faut absolument que la question des FDLR et des autres mouvements politico-militaires soit étudiée et examinée à la faveur d'ailleurs du mouvement actuel. Ce n'est pas des terroristes. Oui, pas des terroristes. Je vais vous poser une petite question qui va peut-être se rapporter à ce que j'appellerais une géopolitique. Parce que cet analyste vient de terminer son intervention en disant que Kinshasa, qui est à des milliers de kilomètres de la région où les gens sont en train d'être tués, que apparemment Kinshasa n'a pas peut-être soit la volonté ou les moyens de résoudre ce problème. Mais lorsqu'on voit depuis 1996 que les militaires rwandais sont allés là-bas pour soi-disant rapatrier ou alors éradiquer carrément tous ces mouvements rebelles, dont notamment le FDLR dont vous parliez tout à l'heure. Mais ça fait plus de 25 ans qu'on n'arrive pas à terminer ça. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y aura un moment où peut-être qu'il y a une volonté réelle de résoudre ce problème? Parce que si j'ai l'impression, moi, peut-être que vous allez me dire ce que vous en pensez, vous, que peut-être le fait qu'il y ait ces mouvements rebelles arrange en quelque sorte et les autorités rwandaises et les autorités de Kinshasa pour pouvoir avoir le prétexte d'y retourner tout le temps. Mais en attendant, n'oubliez pas ce que l'analyste a dit tout à l'heure, que l'enjeu, c'est les richesses du Congo qui sont toujours en train d'être pillées. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation, monsieur l'ambassadeur. Mais les richesses du Congo, c'est des richesses congolaises. C'est des richesses de la République démocratique du Congo. Donc, je ne vois pas pourquoi, sauf peut-être pour certains membres de ce gouvernement, de ce régime, mais je ne vois pas pourquoi la République démocratique du Congo aurait intérêt à céder ses richesses à un pays étranger. Pourquoi la RDC aurait intérêt à assister à l'assassinat de ces populations tous les jours? Des centaines, des milliers de Congolais qui sont assassinés par tous ces mouvements rebelles, rwandais, ougandais peut-être, mais surtout par le régime de Kigali. Les troupes rwandaises tuent beaucoup de Congolais. Donc, l'analyse de ces géopoliticiens, j'y crois à moitié. Je pense que Kinshasa n'a pas les moyens. Mais la volonté, je suis sûr qu'elle existe. Je suis sûr que tous les Congolais souhaitent quand même vivre dans un pays fort, puissant, et où toutes les populations vivraient en sécurité. La République démocratique du Congo, sans le Kivu, sans le Nord Kivu, sans le Sud Kivu, ce ne serait plus la République démocratique du Congo. Donc, le gouvernement congolais doit le savoir. Il a intérêt à régler cette question très rapidement, sinon elle va
lui revenir à la tête comme un boomerang, ça c'est sûr. Si cette question n'est pas réglée, vous avez vu vous-même ce qui s'est passé à Kinshasa, même s'il y a maintenant un semblant d'union sacrée, mais si cette question n'est pas réglée, ça finira dans le sang. De toute façon, il y a le sang dans la région, mais les populations vont finir par se révolter. Et moi, je souhaite que la question soit réglée pacifiquement. Mais en tant que Rwandais, en tant que citoyen originaire de ce pays, mais en tant aussi que quelqu'un qui a quand même quelque chose de congolais dans ma vie, je souhaite vraiment que tous les mouvements rwandais armés, gouvernementaux ou privés ou autres, rentrent au Rwanda, que la République démocratique du Congo jouisse de sa souveraineté comme avant. Toute la région en a besoin, mais surtout le peuple congolais. Le peuple congolais a besoin de rester sur un territoire qui lui appartient et que le Rwanda prenne les dispositions, le gouvernement du Rwanda doit prendre les dispositions et sécuriser le rapatriement de ces populations et surtout dans la dignité et dans la paix. Il n'est pas question que les FDLR et les autres, il n'est pas question que les 250 000 réfugiés rwandais qui sont dispersés un peu partout au Kivu, dans le nord comme dans le sud, rentrent les bras attachés dans l'humiliation. Il faut vraiment que ça se fasse, il faut que ça se passe et il faut que la communauté internationale prenne ça au sérieux. Je pense qu'il y a un mouvement dans ce sens-là, je crois qu'il y a une évolution. Quand on voit que la communauté internationale commence à comprendre ce qui se passe au Rwanda, quand on voit que, bien sûr, vous me direz, on a déjà vu ça, mais jamais autant. Jamais autant, on a vu tout ce qui se passe maintenant autour du cas de Rusesabagina. On a vu, je l'ai tout à l'heure signalé, on a vu cette unité progressive au-delà des ethnies, au-delà des régions, des Rwandais qui en ont marre, on peut utiliser cette terminologie-là. Je pense que dans quelques années, la paix reviendra dans la région. Et c'est, je pense, d'ailleurs, ce qui transparaît à travers tous les coups que le gouvernement rwandais essaie de donner à gauche, à droite, devant, derrière. Vous savez, ça montre qu'il a perdu les pédales. Le gouvernement rwandais a peur, donc la peur commence à changer de camp. Il faut aussi que les Congolais, surtout de l'Est, prennent ce dossier en main, qui défendent leurs droits. À la limite, si le gouvernement de Kinshasa ne veut pas les aider, eh bien, ils doivent trouver les moyens de, peut-être en synergie avec les Rwandais de l'opposition, ceux qui souhaitent la paix pour la région. Il devrait y avoir une synergie entre les sociétés civiles des deux pays, entre même les oppositions qui souhaitent la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça passe par le rapatriement des FDLR, ça passe par le rapatriement de toutes les forces militaires de l'opposition s'il y en a. Les FDLR, eux, disent qu'ils existent, ils font des communiqués, et je pense qu'effectivement, ils sont là, ils protègent la population rwandaise, les réfugiés d'ailleurs. Mais ça passe par le rapatriement de tout ce monde-là pour laisser les Congolais vivre en paix et régler leurs problèmes. C'est ce que je pense très, très sincèrement et je vais consacrer une partie de mon temps aussi à défendre cette cause. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions dont on devait parler aujourd'hui. Je vais vous laisser un dernier mot pour la conclusion, pour les deux thèmes que nous avons abordés, à savoir la situation des droits de l'homme. Je devrais plutôt dire la situation des violations des droits de l'homme au Rwanda, ainsi que la situation qui prévaut pour le moment à l'est de la RDC. Je vous laisse 2-3 minutes pour de conclusion, et puis on va se donner rendez-vous pour mardi prochain, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie. Je dirais un seul mot, parce que je suis quand même en France, et depuis quelques jours, on annonce le voyage du président Macron à Kigali. C'est une très bonne nouvelle. Moi, je ne suis pas de ceux qui s'opposent à des relations bilatérales fructueuses entre les deux pays. Non, au contraire. Mais le président Macron, comme toutes les autres autorités françaises, doivent savoir ce qui se passe au Rwanda et suivre. Si la visite du président signifie soutenir indirectement ou directement le régime en place, eh bien, ce sera raté et ce sera une erreur de jugement.
comme à l'époque, on l'a reproché à l'ancien, j'allais dire régime, non, au gouvernement de Balladur et de Mitterrand. Le président Sarkozy, qui est un habitué de Kigali maintenant, il a dit que la France avait commis une erreur de jugement. Qu'est-ce qu'on dirait demain au président Macron si, sachant ce qui se passe aujourd'hui, si sachant ce qu'on fait, le sort que le Rwanda fait subir à toutes ces personnes dont nous avons parlé, les disparitions, les assassinats à gauche à droite, les kidnappings internationaux et tous les crimes contre le droit international, qu'est-ce qu'on dira demain si, sachant tout ça, le président Macron va à Kigali pour se congratuler avec le président Kagame? C'est vraiment le dernier mot que je voulais dire. C'est un message aux autorités de mon pays d'adoption, la France, pour qu'on évite de commettre une autre erreur de jugement. Je suis certain que le président Macron n'a pas envie d'aller soutenir un dictateur sanguinaire. Mais en même temps, je sais aussi que les relations bilatérales entre la France et le Rwanda doivent continuer à se poursuivre et peut-être même se renforcer, mais pour le peuple, pas pour soutenir un régime qui tue, qui spolie, qui kidnappe ses citoyens de l'étranger et qui les poursuit pour les assassinats, y compris en France. En France, il n'y a pas encore d'assassinat ouvert et public, mais nous savons qu'il y a eu des groupes d'assassins, d'escadrons de la mort qui se sont introduits en France à travers les frontières de certains pays, en venant d'autres pays européens un peu éloignés, mais nous savons que cela existe. Donc la première chose que le président Macron devrait peut-être dire à son homologue, c'est de dire, Monsieur le Président, faites attention, la France n'est pas une colonie du Rwanda, la France de toute façon n'a jamais fait ce que vous prétendez, le génocide. Il faut que la France transmette un message clair à Kagame et à son régime pour la protection de nous, notre communauté rwandaise de France, mais aussi pour marquer une certaine empathie avec la souffrance du peuple rwandais. C'est vraiment le mot que je voulais dire. Je n'ai peut-être pas l'autorité pour le faire, mais en tant que citoyen, je le dis et j'insiste là-dessus, il faut absolument que la France se rende compte que la France risque de devenir un terrain où des Rwandais pourraient être assassinés dans la rue, comme en Afrique du Sud, comme ailleurs. Voilà, c'est mon dernier mot et c'est ça. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité une nouvelle fois. Je pense que nous faisons œuvre utile quand même en disant tout ça, en nous adressant aux Français, en nous adressant aux autorités françaises, avec respect, mais avec une certaine fermeté et surtout beaucoup d'authenticité et de vérité. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée et à mardi prochain alors. Merci. Et je dis bonsoir à tous les auditeurs de Radio Lomouly. Au revoir. Voilà, au revoir. Donc, chers amis auditeurs, donc nous allons conclure ici. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?